Il y a une nouvelle génération de marchands aujourd'hui. Il y a eu un âge d'or en fait, mais certains se sont enrichis, mais parce que du talent, hein. Mais c'était plus facile d'entrer dans le métier. Je veux dire, c'est pas des gens qui ont fait histoire de l'art, etc. C'est des gens qui se sont mis à chiner et qui ont appris comme ça. Aujourd'hui, c'est moins possible. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous. L'émission est en direct, réalisée par Monde Marouf. Et aujourd'hui, ça circule mal dans Paris. J'ai cru que mon invité n'arriverait pas à l'heure, mais pourtant, elle est arrivée pile poil. Elle a pris le métro pour venir jusqu'à nous. Je peux vous assurer que c'est quand même pas simple, pas très simple. Je reçois ce matin Lise Kervenig. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, c'est pas compliqué. C'est compliqué pour venir jusqu'à nous quand même. Oui, très. Mais ce matin, la chance était avec nous, quand même. Oui. Vous êtes là pour nous parler de votre premier roman, ça s'appelle Les Marchands de Paris, aux éditions Flammarion, que vous auriez peut-être pu mettre au féminin, Les Marchandes de Paris, ça passait pas ? L'idée de ce livre, c'était aussi de dire que c'était un monde d'hommes. Donc, ou alors ça aurait été La Marchande de Paris, puisque c'est mon personnage principal, mais non, oui, c'est Les Marchands de Paris. C'est les marchands. Voilà. Et quand on parle des marchands de Paris, ce sont... alors comment on les appelle ? Les galliéristes, les comment ? Alors moi, je parle plutôt des antiquaires. Et donc, c'est vraiment des antiquaires. Oui, oui. Et donc, les brocs, les gens autour de moi, les marchands, aiment bien s'appeler les brocs. Voilà, donc c'est les brocs, les antiquaires... les marchands et les galeristes, à mon avis, c'est plutôt réservé au monde de l'art contemporain. Mais ah oui, alors c'est vraiment à part. Parce que les brocs font pas d'art contemporain. Les brocs achètent et vendent, voilà. Ils représentent pas d'artistes en particulier, a priori, quoi. Alors aujourd'hui, par exemple, dans Paris, il y a énormément de ce qu'on appelle des déballages aujourd'hui. C'est un jour de déballage. C'est quoi un déballage ? Alors, il y a plusieurs types de déballage, mais là, oui, c'est des brocantes. Alors, les particuliers peuvent déballer, les professionnels. Et donc là, aujourd'hui, oui, il y a des marchands aussi dans Paris, pas seulement des badauds, des Parisiens. Il y a aussi des marchands qui viennent chiner dans les rues de Paris. Et est-ce qu'on peut encore trouver des pépites dans les déballages ? Oui, sinon on n'irait plus, mais c'est de plus en plus compliqué. Il y a de moins en moins de marchandises parce qu'il y a une information qui circule et les gens qui vendent maintenant connaissent, souvent savent ce qu'ils ont entre les mains. Donc, ça, c'est l'effet affaire conclue. L'émission de télé, non, non, je crois pas. Enfin, ça doit participer, mais c'est un mouvement qui, en fait, c'est Internet. Et donc ça depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est une réalité. C'est-à-dire que les prix sont sur Internet. Enfin, je sais pas, vous avez un tableau signé de un tel, vous tapez sur Google et puis vous trouvez quoi, combien ça vaut, où le vendre, etc. Et c'était pas le cas avant, en fait. Avant, on appelait l'antiquaire, il venait à la maison et puis voilà. Il avait une expertise. Ouais, c'était lui l'expert. C'était lui l'expert, oui. Et donc maintenant, il y a ce mouvement-là qui fait que les marchands travaillent différemment, en fait. Enfin, n'ont pas le choix parce qu'il faut s'adapter. Et puis les gens mettent aujourd'hui peut-être plus en salle des ventes qu'ils ne le faisaient avant. Donc voilà. Donc effectivement, dans une brocante, là, dans Paris, c'est plus difficile, à mon avis, de trouver une pépite. Mais il y en a encore. Oui. La pépite, c'est quelque chose d'oublié qui a une grande valeur, en fait. Voilà, mais pas forcément. Des fois, ça n'a pas forcément une grande valeur pécuniaire, mais parfois historique. Voilà, parfois, on se déplace pas toujours pour devenir riche. Hein. C'est aussi la découverte qui est importante. Alors, dans votre livre, on comprend bien que pour ces marchands, c'était mieux avant. C'était avant le temps de l'internet, qui a finalement changé la façon de travailler de tout ce que vous appelez le milieu. Oui, le milieu. Je ne savais pas que j'appelais ça comme ça. Le milieu. D'accord. Oui, le milieu du marché de l'art. Oui, en fait, l'enjeu pour moi de ce livre, c'était aussi de raconter un monde qui change. Et effectivement, il y a une nouvelle génération de marchands aujourd'hui qui... On entend tout le temps, et moi, la première, quand je suis arrivée, parler de l'âge d'or, quoi. Il y a eu un âge d'or, en fait. C'était quand l'âge d'or des marchands ? Alors, je ne saurais pas le dater exactement, mais en tout cas, je sais que dans les années 70, 80, peut-être aussi 90, enfin, certains il y a eu des crises là-dedans, il y a eu des crises, voilà, mais certains se sont enrichis, mais
parce que du talent, hein, mais voilà, c'était plus facile d'entrer dans le métier. Il n'y avait pas forcément, enfin je veux dire, c'est pas des gens qui ont fait histoire de l'art, etc. C'est des gens qui se sont mis à chiner et qui ont appris comme ça. Aujourd'hui, c'est moins possible. En fait, il faut arriver tout de suite avec un vrai bagage. On peut pas apprendre. Enfin, c'est plus difficile d'apprendre sur le terrain, quoi. Ouais. Votre héroïne, elle, se retrouve propulsée dans ce métier à la suite d'un drame, d'une mort inexpliquée d'ailleurs, celle de sa mère, qui est une légende de ce métier, de ce milieu. Oui. En fait, souvent c'est un métier qui se transmet. Donc c'était ça l'idée de Léonie, c'était d'en faire une héritière. Et c'est vrai que les galeries parisiennes, enfin les antiquaires parisiens, parfois ils se sont faits tout seuls, mais ça arrive très souvent que les enfants reprennent le magasin, la galerie, le stand opus, voilà. Et donc il y a cette idée de transmission là que je voulais donner à Léonie. Enfin, je voulais aussi lui donner un appareil tout de suite, une grosse galerie, des gros moyens en fait, qu'elle arrive tout de suite avec un espace à elle et un stock. C'était imprévisible pour elle. C'était pas comme ça qu'elle se projetait finalement. Oui, d'un côté non. Enfin, elle s'est pas projetée, mais elle fait des études d'histoire de l'art, donc probablement que il y a quelque chose déjà de la transmission depuis toujours. Et en fait, c'est vrai que dans le roman, au fur et à mesure, elle découvre que on lui a transmis des choses. Elle pense ne rien savoir et finalement, elle sait. Elle a déjà les bons réflexes. Oui, voilà. On sent une distance avec sa mère. Qu'est-ce qui les sépare ? C'est une femme dure, très très ambitieuse, qui a probablement pas laissé beaucoup de place à sa fille, voilà, parce que c'était son métier avant tout. Et je pense que ça, c'est quelque chose de commun aux marchands, c'est qu'ils sont tellement passionnés que parfois, ça prend beaucoup de place, quoi. Trop de place. En tout cas pour Marion. Il y a beaucoup de célibataires de célibataires, de divorcés dans le milieu. Oui, il y a beaucoup de divorcés, oui. Enfin, oui, je crois. J'ai pas fait de statistiques, mais je crois que oui. Vous l'avez fait, vous, ce métier ? Je l'ai fait, oui. Combien de temps ? Pendant 10 ans. J'ai appris avec quelqu'un pendant 4 ans. J'étais son assistante. C'était mon oncle, en fait. Et puis après, je me suis lancée. J'ai eu un stand opus de Saint-Ouen et j'ai eu une galerie. Voilà. Que je n'ai plus. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez décidé de changer de vie ? Ça s'est pas fait tout de suite comme ça, mais j'ai toujours eu envie d'écrire et j'ai eu envie de passer un an à le faire. Et donc voilà, j'ai vendu ma galerie parce qu'il y avait aussi le Covid, etc. Enfin voilà, un contexte. Ça a été compliqué quand même pour les marchands. Ça a été très compliqué. Il y a eu avant aussi les manifestations pour les marchands parisiens, ça a été compliqué. Les manifestations des Gilets jaunes, il y avait des galeries fermées. Et donc pour des gens comme moi qui se lançaient, je l'ai vu, avoir à fermer un samedi ou qu'il n'y ait personne un samedi, c'était dur, quoi. Donc voilà, j'ai revendu et parce que aussi je trouvais ça dur. Voilà, j'avais envie d'une vie avec moins de stress financier. Oui. Parce qu'on a beaucoup d'argent dehors quand on est marchand. Oui. On met sans cesse en jeu l'argent en fait. Donc rien n'est jamais gagné et c'est ce qui rend la chose passionnante. Et en même temps, c'est une angoisse perpétuelle. Enfin, je pense, en tout cas pour moi, c'était angoissant, quoi. Il fallait toujours remettre en jeu. Pour gagner de l'argent, il faut en dépenser. Donc voilà. Ça, c'est la base. Oui. Pour gagner de l'argent, il faut d'abord investir. Oui, sinon il se passe rien. Quand elle arrive dans ce milieu, elle découvre l'hôtel de Rouault, le lieu, et elle aurait pu faire une affaire qu'elle ne fait pas. Pourquoi ? Elle le fait pas parce qu'il y a l'angoisse de l'enchère. C'est ça qui la retient ? Je crois. Enfin. Ou c'était pour l'intrigue ? Vous vouliez pas que ça démarre là ? Non, c'était pas pour l'intrigue. Franchement, parce que j'ai jamais écrit. Vous l'avez vécu cette histoire finalement ? Oui, je l'ai vécu plein de fois. Faut raconter aux gens. Elle découvre un tableau. Alors il y a un petit truc avec la salive là. Et elle voit la signature. Oui, elle fait une découverte à Drouot, donc ça veut dire entourée de professionnels, de gens qui savent mieux qu'elle. Et a priori, donc elle voit. Et puis après, elle arrive aux enchères et elle se rend compte qu'elle est la seule à avoir vu. Et je crois qu'elle s'y attend pas en fait. Elle pense que forcément autour d'elle, tout le monde a vu. Voilà. Et donc d'être la seule, il y a une espèce d'angoisse. Elle se retient, elle lèvera jamais la main pour enchérir. Et puis le tableau part à 150 €, ce qui est rien par rapport à l'objet, quoi. Est-ce que ça vaut ça ? Voilà. Ça valait quoi ?
10 000, 20 000, 30 000. Enfin, en tout cas, beaucoup plus cher que. C'était un coup, quoi. Vraiment, c'était un coup et elle est incapable de le faire. Ça aurait pu être son premier coup. Voilà. On va écouter une première chanson. Tomber pour elle, Pascal Obispo, L'île aux oiseaux. J'ai regardé l'histoire de la chanson. Alors, elle aurait jamais dû s'appeler Tomber pour elle. C'est ce qu'on appelle, pour elle, c'est sa shame song. Pourquoi ? La shame song, c'est ce qu'on écoute tout seul dans son coin et on n'assume pas tout à fait d'écouter Pascal Obispo. Donc Léonie, voilà, elle assume pas, mais elle adore cette chanson, donc elle l'écoute chez elle seule. Alors elle a une anecdote avec son père à l'Olympia. Elle est toute petite fille. Oui, elle veut aller voir. Enfin, ils vont voir Pascal Obispo. Elle est fan. Il passe un concert merveilleux et en fait, elle veut aller dans les coulisses rencontrer son idole et il n'accepte pas de la voir et donc voilà, son père, pour l'amuser, graffe l'affiche ouais. du concert et appelle Pascal Obispo, Pascal Obistro. Voilà, et c'est devenu leur ami commun. Vous avez déjà vu Pascal Obispo, vous, sur scène ? Non. Non, jamais. Donc, Tomber pour elle, L'île aux oiseaux, Pascal Obispo, c'est son premier succès. Voilà, à l'époque où il avait encore des cheveux. Oui, je suis pas très tendre avec la coiffure de Pascal Obispo dans le livre. Non, c'est vrai. Bon, l'anecdote existe, mais c'est pas le même chanteur. Mais l'anecdote existe, en fait. Oui, on dira pas qui c'est le chanteur, voilà. Bon, il est mort, je crois, maintenant. Bon, je peux le dire. Je le dis. Vous pouvez, ouais. C'était Moustaki, en fait. J'étais au concert de Moustaki à 5 ans et il n'a pas voulu me recevoir. Ouais. Et vous étiez fan de Moustaki à 5 ans ? J'étais fan de Moustaki, j'étais au premier rang. Et voilà, et donc mes parents m'ont amené à l'arrière de la salle de concert et en fait, il était fatigué apparemment et il n'a pas voulu me recevoir, quoi. Donc je l'ai gardé un peu rancœur, mais je ne l'ai pas mis dans le livre parce que Non, voilà. Non. Parce que c'était votre idole de jeunesse. Oui. Qu'est-ce que vous aimiez chez Moustaki ? Je sais pas, franchement, qu'est-ce que. Je sais pas, c'est à 5 ans, c'est ça ? Mais parce que mes parents écoutaient Moustaki et que voilà, je sais pas, on devait chanter ses chansons en voiture et c'était des bons moments de famille. Donc, vous êtes plutôt de la génération Club Dorothée ? Non, c'était un peu avant, je crois. J'ai jamais regardé Club Dorothée, c'était un petit peu avant, je crois. C'est bien, vous avez échappé à pas mal de choses. Oui, mais alors, Moustaki, c'était bien après, hein, en tout cas. Oui. Et c'est le book club de Lise Kervénic aujourd'hui qui publie son premier roman qui s'appelle Les Marchands de Paris chez Flammarion. Un premier roman. Moi, j'ai adoré votre livre. Vous êtes sans filtre. Vous êtes cash quand vous écrivez d'ailleurs. Hein. Oui, je suis moins en réalité, je pense. Vous êtes un peu méchante. Ah bon ? Ouais, non ? Je sais pas. Pour moi, c'était une déclaration d'amour au métier aussi, mais oui, j'avais vraiment en tête de pas me censurer. Jamais. Votre héroïne, elle est sans filtre, elle. Elle dit tout ce qu'elle pense, en fait. Oui. Sur tout le monde. Oui. Assez, ouais. Oui. Enfin, en tout cas, oui, peut-être. Vous vous rendez pas compte ? Non. Elle est cash. Elle est... Et vous avez décidé de vous adresser directement au lecteur et de l'interpeller. Pourquoi ? C'était pas un choix, c'est venu un peu comme ça. Je crois que j'avais envie de faire une sorte de conte aussi, qui est un narrateur qui raconte une histoire, pas complètement toujours réaliste. Et puis l'idée, c'était d'accompagner le lecteur, comme Léonie en fait, voilà, qui a un cheminement dans le livre et qu'on progresse avec elle, et donc qu'on prenne peut-être un peu, oui, le lecteur par la main, voilà. Mmh. Est-ce que c'est une usurpatrice ? Elle est persuadée de l'être, je crois. Syndrome de l'imposteur, quand même. Oui, ouais. Je le dis jamais, mais évidemment, elle a ça en elle. Et puis, mais en réalité, elle l'est pas. Elle découvre qu'elle sait faire ce métier, qu'elle a probablement du talent, un peu inné, et puis un peu de son parcours aussi. Mais non, c'est pas par contre, elle pense l'être, oui, c'est sûr. Oui. Savoir faire ce métier, c'est d'avoir une idée de génie, finalement. Oui. On va pas spoiler le livre, mais elle a une idée de génie. Elle a un coup. Elle fait ce qu'on appelle un coup dans le métier. Elle fait un coup. D'un autre côté, c'est une erreur. Enfin, elle décide de mentir, alors sans raconter tout à fait, mais elle fait un mensonge pour moi qui sert à rien, quoi. C'est parce que c'est son syndrome de l'imposteur qui la pousse à mentir. Mais effectivement, ça peut se retourner contre elle. Voilà. C'est comme ça. Ce premier roman, vous l'aviez dans les tiroirs ou on vous l'a commandé ? Comment ça s'est passé ?
Non, je me suis lancée comme ça, sans éditeur, sans quoi que ce soit. Je m'étais dit, je vais écrire un premier roman, et au début, franchement, je pensais même pas l'écrire sur les marchands d'art. Puis voilà, finalement, ça s'est imposé. C'est un sujet tellement romanesque que j'ai bien fait. mais voilà, je l'ai écrit, et puis je faisais des ateliers d'écriture en même temps. Et on m'a un peu recommandé comme ça chez Flammarion, mais c'est une autrice qui m'a recommandé en fait chez mon éditeur. Mais sinon, je n'avais pas d'idée, on m'a rien commandé. Tu as commencé comme ça, cher lecteur ? Non, je sais plus comment j'ai commencé. Je crois que non, j'ai jamais eu de plan, donc j'ai écrit des bouts de scène comme ça, et puis un jour, c'est devenu un roman, quoi. Quel est le pouvoir d'une bonne histoire pour vous ? Vous savez ça ? Non, j'en ai aucune idée. Vous savez Le pouvoir d'une bonne histoire, c'est que les gens d'abord l'achètent et qu'ils tournent les pages du livre parce qu'ils veulent savoir la suite. Il paraît que... On appelle ça un page turner. Voilà, et votre livre, c'est ce qu'on appelle un page turner. Ok. C'est ça. C'est ce qu'on commence à me dire là. Voilà, mais moi j'ai aucun recul. Non, mais c'est votre premier livre, donc vous savez pas. Mais votre livre, on le lâche pas, donc c'est un page turner. Ok, j'en suis ravie. Parce que pour moi aussi, effectivement, un bon livre, c'est un livre que je lâche pas. Oui, donc c'est ça le pouvoir d'une bonne histoire. Alors vous rendez hommage et vous réintégrez dans l'histoire des gens qui ont été, on va dire, spoilés de leur succès. Oui, des femmes. Des femmes et des hommes peut-être aussi. Par exemple, vous parlez de John Kennedy Toole. Pareil. Oui. Quelqu'un qui n'a pas eu de succès de son vivant. Non, je trouve que l'histoire est tragique en fait, et j'adore ce livre qui s'appelle La Conjuration des imbéciles. Et en fait, oui, c'est vrai que son histoire est terrible. Il a écrit ce roman, persuadé d'avoir écrit un chef-d'œuvre, ce qui était d'ailleurs le cas, et il a été frappé à la porte des éditeurs. Personne ne lui a jamais publié de son vivant, et puis finalement c'est sa mère, après il s'est suicidé, et c'est sa mère après... Il s'est suicidé comment ? Il faut raconter ça. Dans sa voiture. Au gaz, enfin il ouvre. Voilà, ouais. Au gaz d'échappement de sa voiture, ouais. Donc voilà, et sa mère, convaincue du talent de son fils, continuera à essayer de vendre le livre, et en fait je crois que c'est 10 ans ou 13 ans après, en fait il est publié, et puis il reçoit le prix Pulitzer. Voilà. Ouais. Donc c'est tragique et en même temps une belle histoire. Ouais, mais vous aimez bien finalement remettre de la lumière sur ces auteurs maudits ou sur ces artistes maudits, ou oubliés ou spoilés de leur succès. Oui, ça m'intéresse. Oui, les poètes maudits, quoi. C'est un sujet passionnant, et donc là, il y avait cet écrivain, mais sinon, en fait, au fur et à mesure de l'écriture, je me suis vraiment renseignée là-dessus, sur les femmes peintres oubliées, donc maintenant, aujourd'hui, on en parle un petit peu plus, mais c'est vrai que pendant des siècles, des artistes sont restés dans l'ombre, des artistes merveilleux. Alors vous racontez des histoires que nous on connaît pas, par exemple l'histoire d'un tableau qui s'appelle Explosion dans une église. Oui. Ouais. C'est de qui ça ? Alors c'est à votre lecteur, vous lui conseillez de googler. Oui, et même d'aller le voir. Et donc moi je suis donc allé voir le tableau du coup, et après je me suis intéressé à l'histoire de ce peintre. Mais oui, je conseille même aux lecteurs de prendre un avion et d'aller voir le tableau, ce que moi je n'ai jamais fait. Mais c'est un tableau que j'ai découvert en m'intéressant à la peinture des ruines, qui est un sujet qui m'intéresse vraiment, et donc que je traite dans le roman. Et donc là, ça a été un mystère pendant longtemps, l'histoire de l'art, ce François de Nomé, mais en fait c'était deux artistes. Et donc, qui en ont fait qu'un seul. L'histoire a transformé ces deux artistes en un seul. Et puis, maintenant, aujourd'hui, on sait que c'est François de Nomé qui a peint. Il avait deux identités, en fait. Mais je le trouve incroyable, ce tableau. Il est fantastique. Avant l'heure, enfin, il est surréaliste même. Voilà, comme les grands tableaux, ils ont l'air d'être modernes, enfin, avant l'heure, quoi. Ou les petits, d'ailleurs, même parfois. Il y a peut-être des petits tableaux pas restaurés qui sont bien aussi. Hein. Oui. Mais je veux dire, les grands artistes ont toujours l'air d'être... on est toujours étonné d'une modernité devant un grand tableau, un grand artiste, quoi. Et pourquoi vous n'aimez pas Dali ? C'est personnel, c'est subjectif. Je veux à personne d'en vouloir d'aimer Dali, mais oui, ça me touche absolument pas. Je trouve ça froid et rien vous touche chez Dali. Mais rien. Et pourtant j'ai été à Figueras, petite d'ailleurs. Dans le musée. Oui. Le musée Dali.
Voilà, mais je suis absolument pas touchée par la peinture de Dali. Voilà. Non, c'est intéressant. Rien ne trouve grâce. Alors, il y a un musée aussi qu'on va peut-être aller voir pour ceux qui liront votre livre. C'est le musée de la piscine à Roubaix. Ah oui, pour moi, qui est vraiment le plus beau musée en France. Enfin, il est incroyable. Donc oui, c'est un musée qui a été fait dans une ancienne piscine Art déco. Et donc, il y a une lumière folle dans ce musée qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Puis, il y a encore le bassin, le bruit de l'eau. Donc, on est vraiment dans une piscine. Il y a des salles de musée, d'exposition dans les cabines de la piscine. Voilà, et puis, je trouve que c'est une belle histoire parce que c'est une piscine qui a été abandonnée pendant longtemps. Et donc, voilà, on a décidé d'en faire un musée. Et maintenant, c'est un musée qui est extrêmement visité. Les gens viennent de partout. Ah oui, bien sûr, qui viennent partout du monde. Ouais. Mais c'est une occasion aussi d'aller à Roubaix. Voilà. Ça a bien vieilli, hein, Grace Jones. Qu'est-ce que ça vous rappelle comme souvenir, Grace Jones? Des souvenirs de vernissage. J'avais un patron à l'époque qui mettait Grace Jones à tous les vernissages. Et voilà, il était fan et donc je suis devenue aussi. Mais pour moi, c'est souvenirs de fin de vernissage. C'était qui, Vincent Lécuyer? Oui, c'était Vincent Lécuyer, oui. Tiens, maintenant, je mets des pièces dans le pulse, en fait. Oui, parce que je lui ai dédié le livre. Et voilà, c'est lui qui m'a appris le métier, mais surtout c'est un grand marchand et une personnalité assez fascinante. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a appris du métier alors ? Tout, en fait, quand j'ai commencé à travailler pour lui, il m'a donné son chéquier et puis il m'a dit va chiner. Donc voilà, c'était super inquiétant pour moi, mais je crois qu'il savait très bien au fond que j'allais pas faire n'importe quoi, mais il m'a fait tout de suite confiance et en fait c'est hyper précieux. Enfin, personne fait jamais confiance comme ça aux gens et surtout j'avais 20 ans donc je connaissais rien et donc voilà, et donc j'ai appris comme ça en fait en faisant. Et il avait des goûts musicaux très sûrs, alors. Il écoutait Grace Jones. Très sûr, pas toujours, non, mais en tout cas, oui, là, c'était Grace Jones et François de Roubaix, voilà. Donc, pas mal. Et je reçois aujourd'hui Lise Kervény qui publie son premier roman, s'appelle Les Marchands de Paris, aux éditions Flammarion. Et vous avez emprunté un mot à Emmanuel Macron, le mot fifrelin. Oui, en fait, je ne vais pas emprunter à lui. C'est un mot que j'ai entendu. Ah, c'est pas lui ? Non, c'est pas lui. Ça aurait pu. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, tiens, fifrelin ? Alors, c'est un peu un secret de famille et de corporation, mais je. Ah mince, parce que je. Mais partagez. Bon, je peux le dire. Non, je le dis. Ok, je le dis. De toute façon, je l'ai écrit. Donc, c'est une façon de dire espèce, en fait, argent, cash, quoi. Voilà, et fifrelin, je l'ai entendu plusieurs fois, et donc au lieu de dire cash, on dit fifrelin. Ça circule beaucoup dans le milieu, les fifrelins ? De moins en moins. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. De moins en moins, ça veut dire. De moins en moins, comme dans tous les métiers, d'ailleurs, je pense. Enfin, voilà, non, de moins en moins. Et oui, ça a dû beaucoup circuler, j'imagine, mais moi, j'ai pas connu ce temps. Non, vous avez le chéquier. Voilà, c'est ça. J'avais le chéquier, oui. Parfois, ça doit aider d'avoir une petite enveloppe pour. Oui, oh là là. non, mais pour décocher des affaires ou des. Non, mais bien sûr, c'est un métier d'argent, hein, donc. Et c'est aussi un métier d'argent en espèces, mais franchement, c'est vrai, c'est de moins en moins. Carte bleue maintenant ? Bitcoins ? Voilà, TPE, Bitcoins. Bah oui. Oui. Vous dites que c'est pas un milieu de femmes, mais il y a quand même des femmes dans le milieu, ce sont les assistantes. Oui, et en réalité... c'est elles qui tiennent le business, en fait. Oui, pour moi, c'était super important d'en parler parce qu'elles sont souvent pas très connues, enfin, c'est pas leur nom qui est à l'entrée de la galerie, mais elles font énormément de choses. Souvent, c'est des femmes intelligentes qui savent un peu tout faire, quoi, qui sont très polyvalentes, qui font la compta, qui cherchent aussi les tableaux, qui font les recherches, qui écrivent les catalogues, parce que leur patron est aussi sur le terrain. Donc elles tiennent la galerie, elles vendent, elles connaissent les clients, voilà, elles sont très très importantes. Et il y a aussi des hommes d'ailleurs. Est-ce que la clientèle a vieilli des marchands en fait aujourd'hui ? Et que justement avec Internet, c'est une autre façon qu'on a d'acheter des choses. Alors, elle a vieilli, mais pas pour tous les marchands. Ça dépend ce qu'on vend. Et en l'occurrence, moi, je parle des marchands de tableaux. Oui, elle a vieilli parce que voilà, le monde a changé. Et c'est vrai que je pense que les jeunes achètent moins d'art. En fait, on ne sait pas, je crois, dans ma génération, qu'on peut acheter de l'art et que c'est pas forcément cher.
Et puis peut-être que ça intéresse plus les gens, je sais pas, mais en même temps... L'art contemporain se porte bien quand même. Oui, l'art contemporain se porte bien, mais est-ce que les jeunes de mon âge, avec des moyens pas illimités, achètent de l'art contemporain ? Je suis pas sûre, enfin, j'ai pas l'impression. En tout cas, effectivement, la clientèle des marchands d'art ancien est vieillissante, ouais, et puis... mais bon, ça peut changer, parce qu'il y a du monde dans les musées, et c'est ça que je trouve super étonnant, quoi. C'est que je raconte un petit peu dans le roman aussi, mais il y a de plus en plus de monde. Les musées sont pleins. Les musées sont pleins, les gens achètent des catalogues d'expositions. Enfin, voilà, ça intéresse vraiment les gens, la peinture, et les jeunes aussi. Mais voilà, on a perdu, je crois, ce truc d'avoir... Nos grands-parents avaient toujours des tableaux chez eux. Voilà, même des petits tableaux. Et en réalité, les jeunes, plus, j'ai l'impression. C'est blanc. Ouais, c'est blanc, ouais. C'est blanc. Il y a une plante verte. Non, voilà. puis il y a la télé qui fait la moitié du mur. Voilà, ouais, malheureusement. Ou des écrans, donc... Des écrans, et puis oui, où on décore différemment, quoi. Mais le tableau fait plus partie de la maison. L'action de votre livre se déroule rue du Poignet de la Main. Qu'est-ce que vous appelez la rue du Poignet de la Main ? Rue de la Poignée de Main, c'était l'idée de... Pour moi, ça symbolise complètement ce métier comme tel qu'il a été, qu'il est peut-être un peu moins, mais c'est le truc de la confiance, quoi. On se tape dans la main pour faire une affaire. Et voilà, c'est ça pour moi, les marchands. Mais c'est une expression qui a cours dans le milieu, ou ça, c'est de vous ? Non, c'est de moi. Ouais, d'accord. Donc, mais il y en a toujours, parce que vous expliquez, il y en a forcément une à côté de chez vous. Une galerie ? Ouais. Ah oui, une rue de la Poignée de Main, oui, en fait, dans toutes les villes de France, il y a des rues d'antiquaires. Alors, c'est pareil, elles disparaissent, elles sont un peu grignotées par les magasins de vêtements, voilà, mais à Paris, il y a plusieurs quartiers d'antiquaires, évidemment, mais en fait, partout. Et même dans les petites villes, je veux dire, moi, j'ai une petite maison dans un village dans la Sarthe, il y a 8 antiquaires, quoi. Et je sais pas, il doit y avoir 5000 habitants, enfin, c'est... Donc voilà, il y a encore des endroits où il y a des antiquaires partout et une rue d'antiquaires, quoi. Voilà, et avant de vider la maison de mémé, parce que c'est vrai que parfois, quand vous héritez, vous avez des maisons, il faut les vider. Et vous imaginez qu'il y a plein de choses. Alors ça, peut-être que justement dans la Sarthe, c'est ça qui alimente les antiquaires. Hein. Mais oui, partout d'ailleurs en province, les marchands, c'est eux pendant très longtemps, et c'est en train de changer aussi, mais on les appelait, puis ils venaient vider une maison, donc voilà, on les change d'un débarras parfois, on récupérait des choses, et ça change. Maintenant, on appelle peut-être plus les commissaires-priseurs, enfin, voilà. Pour organiser des ventes aux enchères, en fait. Ouais. Hein. Ou vider des châteaux. Je crois qu'on fait peut-être moins confiance à l'antiquaire maintenant. J'ai l'impression qu'en tout cas, on fait moins cette chose qu'on appelait l'adresse. Faire une adresse, en fait, c'est rentrer chez quelqu'un et puis vider la maison, quoi. Faire une adresse, ça s'appelle ? Oui. Qu'est-ce que c'est qu'on appelle le canular de Livourne ? Parce que ça existe vraiment. Hein. Oui, c'est... Parce qu'il y a des choses que vous inventez, par exemple les jumeaux Pradel, c'est vous. Alors, les jumeaux Pradel, c'est un mélange de 2 histoires qui existent, en fait. Qui existent, mais qui ne s'appellent pas les jumeaux Pradel. Non, pas du tout. D'accord, ça c'est de vous. Oui, oui, ça c'est de moi. Oui, il y a un peu de vrai, un peu de faux. Le canular de Livourne, c'est en fait à l'occasion, je ne sais plus, du centenaire de Modigliani, de sa naissance. La ville de Livourne, il est né à Livourne, je crois, Modigliani, décide de faire des recherches dans le canal de Livourne, où apparemment Modigliani aurait jeté 3 sculptures un soir de beuverie, puis aussi de colère, voilà. Et donc il drague le canal pendant des semaines, il trouve rien, et donc 3 étudiants en Beaux-Arts décident de jeter une réplique des sculptures dans le canal, et donc on les retrouve, et là les experts du monde entier se réveillent, vont voir, disent waouh, c'est merveilleux, on n'a jamais vu une aussi belle sculpture de Modigliani, quoi. Et puis en fait, ils se sont manifestés. En fait, c'est de nous, et on les a pas crus. Donc ils ont dû aller à la télévision italienne pour reproduire les sculptures en direct. Puis, voilà. Mais même après, il y a encore des experts pour dire voilà. Non, que c'est des vrais. Voilà. C'est des vrais. Oui. Ouais. Les faussaires, il y en a tant que ça dans le métier. Il n'y en a pas tant que ça. Enfin, il y en a de très célèbres en tous les cas. Et oui, la crainte, c'est toujours de tomber sur un faux tableau. C'est la hantise, le faussaire, finalement. C'est la hantise absolue. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les faussaires, en réalité. Je trouve qu'il faut être quand même très très fort pour berner des spécialistes. Mais oui, bien sûr, il y a des faux tableaux partout. Et parfois, c'est juste, le tableau est vrai, mais la signature est fausse. Enfin, voilà, il y a plein de façons de faire un faux tableau. Et c'est un danger permanent pour les marchands, le faux tableau. Heureusement, il y a la lampe de Wood.
Oui. La Qui lampe... sert au dermato, mais pas que. Ah, je sais pas. non. La lampe de Wood. Ok. Oui, c'est une lampe que tous les antiquaires ont dans leur poche, quoi. C'est la lampe qui permet qui révèle, en fait, c'est une lumière UV qui révèle ce qui a été peint après. Donc probablement peut-être une fausse signature, ou parfois juste ça permet de révéler les repeints, c'est-à-dire où le tableau a été repris, restauré. Restauré, ouais. Voilà. Toujours la lampe de Wood. Oui, il faut toujours l'avoir, oui. Bon, vous avez ressorti de ma mémoire une vieille adresse, chez Carmen. Oui. Vous alliez chez Carmen, vous ? Moi, j'allais un peu chez Carmen, oui. Mais vous êtes beaucoup trop jeune. Oui, j'y allais il y a 10 ans. J'y allais au tout début de mes débuts à Drouot. Mais oui, c'est pas très loin, c'est pas loin. Non, c'est pour ça que c'est un endroit aussi de marchands et de gens de Drouot, quoi. Enfin, de commissaires-priseurs, d'experts. De comédiens, d'artistes. Oui, c'est un endroit un peu dingue, entre le malfamé et le sympathique, voilà. Donc voilà, mais pour moi une soirée chez Carmen, c'est toujours, on savait pas comment elle allait se passer. Enfin, c'est un endroit très étonnant qui existe encore d'ailleurs et qui ferme jamais, quoi, qui ferme à 11h du matin. Mais à partir d'une certaine heure, je crois qu'il faut plus y être, voilà. Faut plus y aller. Non. Parce que ça dérape. Voilà, ça dérape. Moi, je pensais que ça n'existait plus, vous voyez. Je pensais que c'était. Ah oui, si, ça existe encore, oui. On faisait des affaires chez Carmen ou... Ah non, je crois pas. Je pense qu'il fallait pas, en tout cas. Il fallait surtout pas faire d'affaires chez Carmen. C'est trop tard. Bien, ça vous manque ce milieu ou pas ? Ça me manque pas parce que j'y suis encore. Je vis à Drouot. J'y vais tous les jours et je continue à acheter de la peinture. Donc, vous continuez à acheter ? Voilà, mais moins à vendre. Maintenant, j'achète pour moi. Voilà, j'essaye de collectionner un petit peu. Voilà, mais on quitte jamais ça. Une fois qu'on a le virus, on peut plus. C'est ça que vous expliquez, c'est que c'est un virus en fait. Ouais. Oui, toute ma vie, j'aurais envie de regarder les ventes aux enchères, d'aller en déballage, voilà. Même si les ventes aux enchères aussi se passent beaucoup par Internet aujourd'hui. Oui, c'est. Au téléphone. Hein. Oui, c'est maintenant, oui, effectivement. Avant, il fallait se déplacer. En fait, les marchands se déplaçaient, faisaient le tour de la France pour aller de vente en vente. Aujourd'hui, il suffit d'être derrière son écran et puis on en fait comme ça. Et c'est vrai que ça a perdu un peu aussi de sa magie, je pense. On va écouter une dernière chanson extraite de votre livre, c'est Space Oddity de David Bowie. La chanson a plus de 50 ans. 69, vous vous rendez compte ? Et ça raconte l'histoire d'une mission spatiale qui va mal tourner. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui elle a beaucoup été reprise par les publicités. Qu'est-ce que ça vous rappelle comme souvenir, vous, cette chanson ? Je suis assez fan de science-fiction et donc pour moi il y a le voyage interstellaire, quoi. Ouais, c'est très 2001 Odyssée de l'espace. Voilà. Hein. Votre premier roman s'appelle Les Marchands de Paris. Il vient de sortir. C'était votre premier book club. Vous avez déjà commencé à écrire le deuxième ? Oui. Mais je sais pas de quoi ça parle. Non, vous avez commencé, mais je sais pas de quoi ça parle. Non, voilà. Je vais découvrir, j'espère. Ah bon, c'est-à-dire que vous découvrez tous les jours de quoi va... Mais oui, je crois, oui. C'était le premier book club de Lise Kervénic. Merci d'avoir été avec nous. Et on se quitte avec David Bowie. Très bon dimanche à tous.